voir derrière votre écran. Donc je vais vous faire la lecture du rapport moral. Je souhaiterais que nous ayons une pensée tout d'abord pour toutes nos familles touchées par la crise sanitaire. Nous n'avons pas eu la joie de pouvoir accompagner nos défunts, et j'ai une pensée toute particulière pour Gaston qui est décédé il y a maintenant 1 an, c'était son anniversaire du bout de l'an lundi, donc on a une pensée pour lui. Et nous avons également une pensée pour un ami de la forêt de Saint-Gobain, un grand passionné de chiens et de chasse, un grand défenseur de la chasse. Je pense à Michel Forzy qui est décédé et qu'on a enterré la semaine dernière. Nous avons eu une année difficile, par manque de réunions. Nous n'avons pas eu d'assemblée générale dans nos UG. Nous avons été privés de rencontres et de discussions qui habituellement nourrissent nos réflexions. La saison a été éprouvante pour vous les chasseurs. Vos rencontres ont été réduites au minimum et les moments de camaraderie ont été très limités. Je tiens à saluer votre grand sens des responsabilités, car vous avez scrupuleusement respecté les consignes sanitaires pendant la saison. La saison a été éprouvante également pour vos élus. Malgré la bonne écoute et l'excellente réactivité de l'administration locale, nous avons subi des pressions du ministère de la Transition écologique, qui a voulu régler des comptes avec Willy et qui a tiré toute la région vers le bas. C'est inadmissible de la part de l'État, car le travail départemental doit être respecté. Comme si ce n'était pas suffisant pour cette année, la grippe aviaire est venue charger encore en plus ce climat. La saison a été particulière à plus d'un titre. Nous avons d'abord eu la signature du schéma. Après 4 ans de discussion, monsieur le préfet a remis tout le monde autour de la table et le document a été validé. Il acte le principe que les chasseurs doivent s'investir dans la connaissance des espèces, des espaces et des écosystèmes. Les chasseurs s'inscrivent aussi dans la gestion durable et dans notre environnement social. Nos activités retrouvent ainsi un schéma directeur avec en filigrane des chasseurs formés, conscients de leur rôle, responsables de leurs actes et raisonnables dans leur fonctionnement. Nous avons aussi eu la mise en place d'un triennal à distance en raison de la pandémie. Les concertations et les objectifs partagés avec les unités de gestion ont été partagés avec nos partenaires. Nous pouvons être fiers de ce travail, car nous avons été attentifs et respectueux face aux différents enjeux. Après un tel travail de calibrage des prélèvements, il faut rester serein et éviter les interventions inappropriées. Nous devons surveiller la réalisation des objectifs, écouter le terrain et faire confiance aux détenteurs de plans de chasse, sans oublier qu'un triennal se fait en 3 ans. Si cette confiance devait être rompue, il nous faudrait intervenir fort et corriger le tir, mais pas avant, et pas comme ça vient d'être fait en forêt de Saint-Gobain. Les évolutions et les adaptations. Durant cette saison, la réflexion sur la perdrix a été finalisée, et nous avons pu ainsi proposer aux détenteurs de plans de chasse petit gibier un calendrier de jours de chasse, en 2, 4 et 8 jours, en fonction de l'investissement de chacun sur le terrain en matière de piégeage principalement. Également, une réflexion sur le bracet cervidé a été menée et a conduit à l'adoption d'une nouvelle règle afin de faire vieillir nos populations de mâles. Les premiers retours sont satisfaisants et partout les chasseurs se sont impliqués à mieux prélever dans toutes les classes d'âge. Nous verrons les résultats à la fin du triennal lors de l'exposition de trophées. Nous avons poursuivi notre politique de service pour tous par le biais des agents de développement. À ce jour, 22 agents de développement sont sur le terrain, répartis sur 24 unités de gestion. La taxe de 50 centimes sur tous les hectares du département, instaurée il y a 2 ans, avait pour but de se doter d'un vrai corps de garderie. C'est fait. Une équipe soudée, courageuse, ambitieuse, efficace et aux multiples compétences est en action. Nous avons une véritable action de garderie et de service aux adhérents. Je félicite ces agents et les remercie pour leur investissement total dans l'ensemble de leur mission, ainsi que leur président de GIC. La réorganisation du fonctionnement avec nos unités de gestion. Depuis l'an passé, nous avons mis en place les rencontres de juin, où une à une, nous recevons les responsables des unités de gestion pour avoir une discussion approfondie sur leur structure. Cela permet une meilleure appréciation du travail accompli. On se fixe ainsi des orientations budgétaires et stratégiques. Les UG doivent fourmiller d'idées et de projets, et nous devons les aider de notre mieux. Travail toujours aussi constructif avec la région des Hauts-de-France, concernant la convention pluriannuelle d'objectifs qui nous lie, ainsi qu'avec l'État par le biais de l'éco-contribution. Je vous rappelle le principe, les chasseurs mettent 5 € dans une caisse, l'État met 10 €, l'ensemble de ces fonds servent à mener des actions de terrain très concrètes en faveur des aménagements et de la biodiversité.
2020 a été une année très complexe en matière de dégâts de sanglier. Nous parlons ici des dégâts qui ont été commis entre le semis d'automne 2019 pour se terminer aux récoltes d'automne 2020. Le scénario de l'année a été explosif. Un été très sec, un automne pluvieux, une forte glandée. Malgré toutes ces inquiétudes, le nombre de dossiers de déclaration est en baisse de 30% au début de l'hiver. Nous semblons être sur une année raisonnable de dégâts. La forte glandée a provoqué un besoin physiologique de l'animal pour rechercher des protéines carnées. Les pâtures se font dévorer partout. De nouveau, nous avons un été sec en 2020 et une seconde fructification forestière exceptionnelle. Nous sortions d'une année de 750 000 € de dégâts. Malgré la baisse des déclarations, nous prévoyons en décembre 2019 d'inscrire au budget prévisionnel 900 000 € sur le poste dégâts pour éviter la mauvaise surprise attendue sur les pâtures. Nous finissons la saison avec 15% de dossiers en moins, mais avec un coût du dossier plus élevé, entraînant le poste dégâts à 1 317 000 €, nous forçant à constater un solde négatif de 417 000 € par rapport à nos prévisions. Inquiétant, me direz-vous, mais pas désastreux, car les chasseurs de grand gibier ont des réserves à hauteur de 2,2 millions € pour supporter des à-coups en termes de dégâts. Alors la responsabilité est collective, car nous n'avons pas été bons dans la gestion quotidienne de ces dégâts. On reste trop souvent spectateur, alors qu'il faut être acteur, et c'est encore pire quand le climat est favorable aux reproductions et aux dégâts. Malgré ces mauvais résultats, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Nos efforts depuis 4 ans pour limiter les populations et les remettre sous contrôle payent dans certaines UG. C'est le cas dans Marne-Ouest, dans l'Ailette, dans la Serre, les Deux-Vallées, dans l'ensemble du Saint-Quentinois, pour une grande partie la Thiérache, qui sont dans le contrat de surface détruite acceptable. Certaines UG ont redressé, elles, le tir, et la situation s'améliore nettement dans le Tardenois, et lentement pour l'Actifort, Marnest, Saint-Gobain, le Chaunois et Blérancourt. Pour les autres, le contrat n'est absolument pas respecté, les chasseurs doivent réagir. Quel sera notre avenir en matière de dégâts de sanglier? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un accord national qui a été signé entre l'Assemblée des chambres d'agriculture et la Fédération nationale de la chasse, qui prévoit une baisse de 20% des surfaces détruites par rapport à l'année dernière pour cette année et de 30% dans l'objectif dans l'horizon des 3 ans. Le prix des céréales vient de prendre 30% pour cette année. Le barème d'indemnisation va suivre cette courbe. Soyons réalistes. Il faut changer notre comportement. Nous ne pouvons plus considérer la chasse seulement comme un loisir ou une sortie familiale ou amicale, trimestrielle ou annuelle. Il faut être beaucoup plus responsable et considérer l'acte de régulation comme un devoir qui entraîne des obligations et des contraintes. 100% des territoires doivent supporter un plan de chasse, en plaine comme dans les bois et les marais. Les zones de réserve ne doivent plus exister, car il y a bien assez de sangliers. Et les zones interdites à la chasse doivent être punies. Il faut être à l'offensive pour déranger ces sangliers qui ont bien compris qu'ils sont plus heureux maintenant dans les plaines car les cultures sont hautes et les parcelles sont grandes. Les agriculteurs ne doivent plus dire vos sangliers, mais nos sangliers. Car nous essayons de les gérer, mais s'ils sont chez vous une grande partie de l'année, vous devez être acteurs à nos côtés. Je sais que vous n'avez pas forcément le temps et l'envie, mais vous devez déléguer vos possibilités d'être à l'affût et à l'approche, à des amis ou à des chasseurs. La gestion du sanglier est une cause commune, quoi que vous en pensiez. Sans cet investissement de chasser 100% des territoires et de les chasser souvent, il n'y aura pas de résultat significatif sur les dégâts. Il nous faut utiliser toutes les solutions pour contenir les dégâts. Une meilleure prévention par une anticipation des besoins de clôture, une surveillance accrue des parcelles à risque et ne plus être spectateur des dégâts, et enfin apporter un agrènage efficace et non opportuniste. Je vous rappelle que l'agrainage, dans le cadre du schéma, est autorisé dans le département pendant la période de sensibilité aux cultures et qu'il est interdit le restant de l'année, sauf pour ceux qui agrènent en période sensible. Certains pensent l'inverse, et c'est inadmissible. Si un détenteur de plan de chasse a travaillé parfaitement durant tout l'hiver,
pour mettre en adéquation les populations de son secteur avec les milieux. Imaginez sa colère quand il voit débarquer au printemps les sangliers d'autres secteurs, qui, faute d'agrénage par certains, viennent ravager les plaines entières. Ce n'est pas acceptable, et c'est profondément révoltant de voir encore de tels agissements de la part d'irresponsables. J'ai donc demandé aux agents de faire le tour, partout, de ceux qui ont une dérogation pour agrénage, pour vérifier l'efficacité de l'action. Là où ça ne sera pas fait, il y aura avertissement et une mise en demeure. Si ça ne suffit pas, nous retirerons l'autorisation d'agréner. J'en appelle au sens des responsabilités de chacun et à une vision collective de la lutte contre les dégâts. Si votre gestion des populations ne nous satisfait pas, si notre système de prévention n'est pas efficace et si votre agrénage de dissuasion n'est pas suffisant, je demanderai des mesures complémentaires et correctives pour nous aider à réaliser nos objectifs affichés dans le contrat agro-sylvo-cynégétique. Croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous demandons l'intervention des louvetiers pour tirer la nuit des compagnies qui occasionnent des dégâts, mais c'est le prix à payer pour des résultats insuffisants. Ça ne vous fait pas plaisir, ça ne nous fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Nous respecterons notre parole. En tout cas, l'impact de ces tirs est significatif sur les dégâts. Si tant est que nous conjuguions à leurs actions des soirées d'effarouchement avec nos agents et entre chasseurs, pour que dans ces plaines, un sentiment d'insécurité soit ressenti par les sangliers. Si toutes ces actions ne suffisent pas, et si les derniers récalcitrants ne comprennent pas, mais là j'en doute, je sens que l'administration n'hésitera pas à déclencher des mesures punitives. La battue administrative doit être, à mon sens, à manier avec une infinie prudence. C'est une arme redoutable, mais à double tranchant. En aucune façon, ce ne peut être un moyen politique de faire plaisir. Quand il n'y a pas de véritable urgence, que les dégâts baissent de 270% dans une commune, que les prélèvements sont faits et qu'il n'y a pas de consensus, car ça devient alors contre-productif, surtout quand on a 3 malheureux sangliers qui sont prélevés. Si l'État s'obstine dans cette voie, sans recueillir le consensus nécessaire, je m'y opposerai, comme je vais faire sur Saint-Gobain. Il faut que ces actions cessent. On ne peut pas d'un côté mettre des clôtures, faire en sorte qu'il y ait de l'agrainage pour avoir des personnes qui viennent tirer sur les places d'agrainage, les sangliers qui automatiquement vont se réfugier en plaine en cassant nos clôtures. On ne peut pas accepter ça, surtout en pleine période proche des mises bas, notamment pour les cervidés. Comment financer les dégâts? La réforme de la chasse par le permis à 200 € empêche la fédération d'appliquer le timbre grand gibier sur le permis national. Ce timbre nous servait par le passé de variable d'ajustement, quand il y avait une année avec trop de dégâts. Mais nous avons perdu malheureusement cet outil simple et solidaire. Il faut imaginer un autre système. Nous aimerions aussi qu'une part de solidarité soit trouvée pour que nos amis qui viennent d'autres départements contribuent à l'ensemble des charges qu'une fédération supporte. La validation de leur permis ne rapporte qu'à la fédération qui a validé, et il n'y a rien pour la fédération qui accueille. Le simple paiement d'une action ou d'une journée de chasse ne règle en rien cette injustice, car les chasseurs axonais payent aussi leurs actions. De la même façon, je pense qu'un axonais qui va chasser en forêt d'Arc-en-Barrois et qui met 2 pleins de gasoil avec son 4x4 ne doit pas être hostile à payer une contribution de solidarité à la Fédération de la Haute-Marne. Sinon, on devient comme les abeilles. On butine un peu partout et on ne donne du miel qu'à un seul endroit. C'est un sujet important, car la solidarité entre chasseurs doit avoir lieu dans le département, mais aussi entre les départements. La Fédération nationale doit entendre cette demande. Cet hiver, nous avions imaginé un scénario particulier pour faire face aux mauvais chiffres des dégâts. Les unités de gestion respectant les objectifs du contrat ne voyaient pas de changement par rapport à l'an passé. Un système de contribution exceptionnelle à l'hectare de bois et marais devait voir le jour pour les UG ne respectant pas le contrat. La main était laissée au responsable grand gibier pour définir les zones dans lesquelles le montant à l'hectare serait établi en fonction de l'importance des dégâts. Le principe était simple, il est celui de faire payer cher ceux qui occasionnent beaucoup de dégâts et de faire contribuer faiblement ceux qui ont peu de dégâts. Cette décision ne verra pas le jour. La pandémie nous a empêchés d'aller sur le terrain pour expliquer cette mesure.
Et nous n'allons pas laisser les responsables grand gibier vous l'expliquer tout seuls. Le conseil d'administration de la fédération a donc décidé de poursuivre le système en place, avec la possibilité pour les responsables grand gibier de faire un zonage, si besoin, pour bien délimiter une zone particulière et d'appliquer ainsi sur cette zone des conditions financières supplémentaires, comme certaines UG l'avaient fait la saison dernière. Il faut taxer ceux qui ne font pas assez d'efforts. Voilà le point que je voulais faire sur les dégâts. Parlons maintenant d'avenir. Le petit gibier. Il reste notre cheval de bataille. Zéro résignation pour le petit gibier. Un travail important est enclenché avec nos partenaires agricoles concernant les aménagements, la biodiversité et les idées d'une future PAC encore plus verte. Il faut maintenant qu'ils portent le projet devant les décideurs politiques et les ministères. C'est une vision simple, efficace, rémunératrice et populaire que nous proposons pour les agriculteurs et pour nos territoires. Mais il faut aussi qu'il y ait une charte vertueuse de méthanisation qui voit le jour. Nous ne pourrons pas laisser la faune sauvage et notre petite faune de plaine se faire détruire comme ça en pleine période de reproduction. Les 15 premiers mètres de la culture destinée aux méthaniseurs doivent être épargnés pour éviter ce carnage. Le piégeage. Ce doit être un axe fort de notre politique. La réussite du petit gibier passe par un piégeage performant. Et je sais compter sur Frédéric Lejat, je sais que tu es connecté Frédéric, le nouveau président des piégeurs et des gardes particuliers pour dynamiser le réseau. L'année est importante car il faut préparer la renégociation de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et il nous faut récupérer un maximum de constats de dégâts afin d'avoir cette année un dossier en béton. Il nous faut récupérer l'API. Les zones humides sont aussi au cœur de nos préoccupations. Nous avons maintenant des collaborateurs spécialisés dans ces connaissances. Un grand travail est à faire avec les propriétaires de ces zones afin de leur faire prendre conscience de l'enjeu de tels biotopes. Trop souvent, ces milieux riches se referment et nous perdons de la biodiversité remarquable. Il nous faut aussi améliorer l'efficacité de notre fédération par un travail plus moderne, réactif et fonctionnel. La pandémie doit nous servir à nous réinventer en privilégiant la communication 2.0 et en se redéployant sur le terrain, en accroissant nos relations avec les unités de gestion. Nos techniciens vont se voir attribuer des unités de gestion pour lesquelles ils seront référents, en abordant tous les sujets sans perdre leur spécificité départementale. Il nous faut aussi nous préparer à nous former, car la loi chasse nous oblige à une formation sécurité tous les 10 ans. Dès cette année, nous aurons 1200 chasseurs dans l'Aisne à former. C'est un énorme challenge. Il faut également amplifier nos relations avec la région des Hauts-de-France. Je remercie ici le président Xavier Bertrand, ainsi que les élus de la région, et Nelly tout particulièrement, pour leur confiance sur les dossiers que nous leur présentons. Des actions concrètes et efficaces sont menées sur le terrain, comme Hauts-de-France propre, les bacs à boue pour les hirondelles, les nichoirs pour les oiseaux des jardins, les aménagements cynégétiques favorables à la biodiversité en zone de plaine pour les plus importants. Il nous faut aussi inscrire la chasse dans nos territoires, auprès de nos élus nationaux, départementaux et locaux. Il faut un travail étroit avec nos parlementaires, car nous sentons que la représentation nationale devient plus urbaine et qu'il faut que nos élus soient nos ambassadeurs dans leurs hémicycles et dans les ministères. Je salue leur action, leur soutien et leur fidélité. Et je remercie ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Je pense à Aude et à Pascal, pour lequel je sais que vous êtes là. D'un point de vue local, nous avons entrepris de rencontrer toutes les intercommunalités de l'Aisne et nous avons engagé avec certaines d'entre elles un partenariat. Des services mutuels doivent donner à la chasse la place qui doit être la sienne, c'est-à-dire au cœur des territoires et au service des habitants. La pandémie nous a stoppés net dans cette action et dès que nous retrouverons une vie normale, nous poursuivrons ce travail indispensable pour asseoir notre crédibilité. Nous nous réjouissons des rapports que nous avons avec la Gendarmerie nationale, par le réseau Diane, et des relations que nous entretenons avec les 3 parquets de l'Aisne. En 2020, nous avons accueilli pour le ministère de la Justice les premiers travaux d'intérêt généraux. Nous nous réjouissons du dynamisme de nos structures départementales.
Les jeunes chasseurs, avec le travail qu'ils font avec les jeunes agriculteurs pour la lutte contre les corvidés et éviter ainsi des dégâts sur les semis. Les piégeurs et les gardes particuliers dont le nombre grandit et qui ne comptent pas leurs heures et leurs kilomètres. Les déterreurs qui, eux, ne comptent pas leurs coups de pelle et de pioche. Les chasseurs de migrateurs terrestres. Et je salue leur président Pascal Liénard, que je sais connecté, qui a été durement secoué par la pandémie, mais qui va heureusement beaucoup mieux. Les chasseurs de gibier d'eau également, qui font face à la grippe aviaire de façon récurrente. J'espère que de grandes discussions permettront d'asseoir leur crédibilité. Les chasseurs de grand gibier, qui sont force de proposition pour une gestion raisonnable et durable des populations. Les conducteurs de chiens de sang et leur nouveau président Sébastien Françoise pour leur travail toujours aussi réconfortant. Et enfin les veneurs qui sont les plus malmenés de nous tous en ce moment. Je vous remercie tous pour la qualité de nos échanges, pour vos propositions toujours empreintes de bon sens et pour le travail que vous faites dans la défense de notre passion. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des bénévoles de nos structures, ainsi que les responsables grand gibier et les délégués communaux, pour tout le temps qu'ils consacrent à réfléchir à l'avenir et à transmettre notre passion. Ce bénévolat est une chance et un atout formidable. En termes de grand gibier, l'avenir sera serein si tous nos partenaires s'investissent dans l'action et la transparence. Amis forestiers, vous nous avez promis pour 2020 un bail qui lierait intelligemment les propriétaires et les locataires sur des objectifs partagés de nuisance. Nous l'attendons avec impatience, pour sortir enfin du cercle funeste de l'argent. Plus de tableaux engendrent des locations plus chères, des frais plus importants, des actions plus élevées et rendent soulevant ces chasses inaccessibles aux chasseurs locaux. Une chaîne sans fin qui emmène tout le monde droit dans le mur. Consentez à inscrire dans le marbre des pratiques vertueuses qui rendraient accessible la chasse pour tous. Amis agriculteurs, ça ne va bien que si nous sommes main dans la main, alors ne nous tournons pas le dos. La gestion du petit gibier est une chance et une opportunité pour nos deux structures. Saisissons-la et faisons qu'un aménagement intelligent et efficace de nos plaines soit possible. Pour le grand gibier, il faut que vous soyez à nos côtés, pour agir avec nous, car nous ne réussirons pas sans vous. Aux périodes sensibles pour les cultures, trouvez les solutions pour que certains soient au travail pour protéger vos récoltes. Chassez souvent vos territoires boisés qui entourent vos plaines pour éviter les dégâts. Nous ne pouvons plus nous contenter d'apprentis chasseurs qui peinent à chasser 2 fois par an, mais qui, dès la fermeture, demandent l'intervention des louvetiers pour des tirs de nuit, alors qu'ils avaient une vraie action possible sur les populations de sangliers. Nous serons très vigilants sur la cause et les raisons de certains dégâts. Alors je compte sur vous pour que nous ayons de véritables partenariats. Enfin, la chasse de demain devrait être encore plus solidaire, car nous sommes confrontés à des opposants fanatiques qui sont malheureusement très écoutés par les décideurs actuels. Plus que jamais, nous devons nous retrouver unis et faire bloc face à ces intégristes. De la même façon que Nature Agora regroupe des acteurs de la ruralité aux multiples facettes, la chasse doit faire front pour défendre toutes les branches de la famille. Elle doit être plurielle et unie. Pour conclure, mes amis, je voulais remercier et féliciter l'ensemble des collaborateurs de la Fédération qui ont su s'adapter au télétravail, qui ont réussi à mener à bien toutes leurs missions et qui ont fait preuve d'un grand sens du devoir malgré la pandémie. J'ai une pensée particulière pour Tony, qui a décidé de changer de vie, de métier en tout cas, et qui a été un personnage important dans l'histoire de notre fédération et pour la forêt de Villers-Cotterêts. Ainsi qu'une pensée pour Régine, notre comptable, qui a fait valoir ses droits à la retraite au début du mois. Je sais que tu es connectée, Régine. Je vous embrasse et nous vous souhaitons à tous les deux de grandes satisfactions dans vos nouvelles vies. Je vais laisser maintenant la parole à Dominique Mollet, secrétaire général de la Fédération, pour vous présenter le rapport d'activité de la saison. Merci.